C'est un mal qui sévit aux lisières des aéroports. Dans sa forme bénigne, il perturbe les conversations. On l'appelle bruit. Les voitures de la belle époque, qui sont de grandes coquettes, sont sorties de leur engourdissement et de la poussière des musées pour entreprendre un grand voyage. On leur permet en quelque sorte de rêver un peu en organisant pour elles un Paris-Vienne pétaradant, tout comme en 1902. Elles sont certes un peu rhumatisantes, un peu quinteuses, mais les 1365 km de la course ne leur fait tout de même pas peur, pas plus à elles qu'à leurs intrépides pilotes d'ailleurs, parmi lesquels l'équipage Camus-Lacoudre numéro 14, équipage des actualités françaises, prêt à affronter sans crainte tous les périls de la route pour vous tenir au courant des péripéties de la course. On part joyeux, nez au vent, mais on s'aperçoit bien vite que ça s'arrête tout le temps ces sales bagnoles. On part pour Vienne et à peine sorti de Paris, il faut déjà commencer à mettre les mains dans le cambouis. Ah, si seulement les constructeurs avaient conservé les roues à bandage, il n'y aurait pas de problème. Et les ingénieurs, en 1965, n'auraient pas à se torturer l'esprit. À l'époque de la vitesse, les pneumatiques, en effet, posent d'autres problèmes. Le centre de recherche Dunlop a mis en lumière un phénomène qui se produit sur les routes mouillées et qui est à l'origine d'accidents très graves. Les ingénieurs se sont aperçus au banc d'essai qu'à partir d'une certaine vitesse, les roues s'arrêtaient d'elles-mêmes alors que le tambour d'entraînement continuait sa course. Un coussin d'eau se formait et isolait le pneu de la surface de roulement. On peut constater la réalité de ce phénomène sur la piste d'essai en utilisant un pneu usagé marqué de blanc. Sur les surfaces mouillées, la roue s'immobilise en pleine vitesse. L'usage du volant ou du frein sont inopérants, la voiture à la merci du vent ou des deux vers de la route. Des profils de pneus étaient mis au point capables d'éliminer au fur et à mesure la pellicule d'eau en formation et de continuer à assurer l'adhérence. La publication de ces résultats apporte une contribution importante au problème de la sécurité. Bordeaux-Rennes, c'était probablement le match de la dernière chance pour les Bordelais en championnat de France de football. Les joueurs de Bordeaux, qui jouent en maillot blanc, ont su prendre cette chance à bras-le-corps. Ils ont joué sur un rythme échevelé avec beaucoup de passion pendant quelques minutes. Et cela leur a suffi pour gagner par un petit but à 0, marqué imparablement par le franco-argentin de Bourgoin. À l'Arc de Triomphe, le chef de l'État est venu présider les cérémonies marquant l'anniversaire de la victoire. Sur les Champs-Élysées, où une foule considérable s'était massée, les troupes ont défilé les grandes écoles ouvrant la marche. Saint-Cyr, Polytechnique, École de l'air, École navale. Pas de blindés, pas de motorisés. La garde républicaine elle-même était à pied. Une sobriété qui a peut-être étonné les représentants militaires soviétiques. Car à Moscou, en revanche, l'anniversaire de la victoire a été marqué par le défilé, sur la place rouge, de puissants détachements blindés auxquels ont succédé de gigantesques fusées. Toute une gamme d'engins spatiaux dont les caractéristiques et la portée demeurent confidentielles, mais dont la plupart pourraient être dotés d'ogives nucléaires. Ce sont les mêmes, sans doute, qui ont lancé vers le cosmos les Vostok et les Vosrod. C'est la première fois que l'armée soviétique lève un coin du voile sur ses fusées spatiales. Au Vietnam, l'effort militaire américain s'est encore accru. 1200 paras sont arrivés avec armes et bagages au Cap Saint-Jacques. On en attend 2300 autres. Leur mission, assumer désormais la garde de tous les aéroports importants du pays.
Cependant, à Saigon, béliers et bulldozers se sont attaqués à ce qui restait du monument aux morts franco-vietnamien. C'est là une des représailles contre les positions de Paris annoncées par le gouvernement sud-vietnamien. Un gouvernement redevenu civil après l'abandon officiel du pouvoir par le groupe des militaires. Le coup de feu maintenant, ce sont de plus en plus les troupes américaines qui le font. Témoin les dures attaques qu'ont soutenues les Marines autour de la base de Da Nang. Huit jours après l'intervention américaine à Saint-Domingue, la capitale ne vivait encore qu'un cessez-le-feu précaire, troublé ici par un incendie, là par des coups de feu. Le No Man's Land, où la bataille avait fait rage, laissait les insurgés et les troupes US à une simple portée de fusil. Au cours des opérations destinées à protéger les limites de la zone internationale, de nouveaux prisonniers allaient rejoindre les autres rebelles déjà capturés par les Marines. Mais ces combats sporadiques faisaient aussi des victimes. Ainsi, ce journaliste grièvement blessé. À Saint-Domingue, la question se posait, serait-ce l'élimination par la force de la rébellion ou l'évolution vers une solution politique et pacifique? Chez les insurgés, on était décidé à résister. L'ancien Parlement avait investi président du gouvernement provisoire le colonel Kahamano, chef des rebelles. On avait aussi entre les mains des prisonniers de l'autre camp. De Porto Rico, où il se considérait lui-même comme prisonnier, le président Bosch suivait heure par heure les événements. C'est de lui que les insurgés continuaient de se réclamer. Tandis que le général Barreras formait un deuxième gouvernement en zone américaine, la population de Saint-Domingue commençait à souffrir du manque de ravitaillement. La farine américaine fut âprement disputée. Cependant, pour renforcer le cessez-le-feu, le nonce apostolique Monseigneur Clarizio se dépensait entre les deux camps. Les 5 ambassadeurs de l'Organisation des États américains œuvraient dans un sens identique. Peu à peu, les combats s'apaisaient, mais la confusion politique restait totale. C'est un mal qui sévit aux lisières des aéroports. Dans sa forme bénigne, il perturbe les conversations. On l'appelle bruit. Dans sa forme aiguë, le vacarme ou le tintamarre peuvent engendrer de vives douleurs et provoquer l'inhibition de toute agressivité. Même au stade le plus élémentaire, le virus empêche toute activité normale. Il a un caractère épidémique chez l'homme comme chez l'animal. Et les ondes de choc finissent par avoir raison des constructions les plus solides. Les Anglais commencent à s'en inquiéter, et le ministre de l'Air, M. Jenkins, est venu en personne assister à une série de mesures dans un petit village proche d'un aéroport très fréquenté. En particulier, à travers les effets des appareils supersoniques actuels, il s'agissait de déterminer ce que sera le passage du mur du son par le futur Concorde, qui volera à Mach 2,2, d'où ce festival de Bang. Même dans les lieux les plus inattendus, on a enregistré l'intensité du son et l'amplitude de l'onde de choc. Le bang de l'avion Concorde ne sera ni plus intense ni plus bruyant que celui des supersoniques actuels, c'est-à-dire pas plus désagréable, pas plus douloureux. Le mal sera stabilisé, sinon supprimé, ont estimé les experts. Avec l'accoutumance et les réflexes conditionnés, les riverains finiront peut-être par ne plus rien entendre.